Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle capsule motivationnelle. Cette semaine, on se plonge dans un article très intéressant et très récent. Il vient juste de sortir. Et cet article donc s'intéresse au discours changement, ou plus précisément au sous-type de discours changement et en quoi ils peuvent être des prédicteurs de la consommation d'alcool après une intervention d'entretien motivationnel brève. C'est paru, vous le voyez ici, dans Psychology of Addictive Behaviors, donc ça vient de sortir. C'est un papier sur lequel qui n'est pas en accès libre. Donc du coup, je vais vous le décrire en ne reproduisant pas évidemment les tableaux, etc., en respectant le copyright. J'ai choisi de vous le faire, de vous en parler en deux fois de cet article, en deux capsules. D'abord, la capsule d'aujourd'hui, elle va servir un peu d'introduction. Elle va reprendre justement le travail qu'ont fait les auteurs en termes de recherche de littérature pour déboucher sur leurs questions de recherche. Et ça va, je trouve, nous mettre à jour un petit peu les idées sur discours changement, discours maintien et quelle est leur capacité à prédire les variations de comportement. Alors d'abord, qu'est-ce que dit la Bible, entre guillemets, même si c'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais le fameux bouquin de Miller et Rolnick, la troisième édition, bientôt la quatrième. Qu'est-ce qu'elle dit? En fait, elle soutient en grande partie ce qu'on appelait l'hypothèse technique. Donc repartez sur une capsule précédente, une des premières capsules pour bien visualiser ce que c'est. Je vous en fais un petit récapitulatif. L'hypothèse technique en EM, c'est-à-dire comment l'EM pourrait fonctionner, se situe ici. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les ouvrages de Miller, dans les formations, etc. C'est-à-dire que techniquement, un praticien qui fait de l'EM est capable de faire monter la quantité de discours changement dans une conversation, donc chez le patient, il est capable de modérer, c'est-à-dire de diminuer la quantité de discours maintien chez le patient. Cette hypothèse qu'on a appelée voie A, elle est quand même assez robuste dans les études en entretien motivationnel. Et à partir de là, si le discours changement augmente en quantité et que le discours maintien baisse en quantité, la voie B aurait tendance à dire ça augmente les probabilités, les chances qu'il puisse y avoir un changement de comportement. Donc ça, c'est en gros ce qui est défendu par l'EM depuis maintenant, je dirais, une vingtaine, une trentaine d'années. Et on va voir si ça résiste un petit peu aux faits scientifiques, alors en sachant quand même que cette hypothèse technique, elle a été posée à partir de l'expérience pragmatique des gens comme Miller au départ de l'entretien motivationnel, mais ils se sont appuyés aussi sur une riche littérature faite entre autres d'essais aussi contrôlés randomisés, et il y a beaucoup chez Miller des travaux qu'il a fait avec Rose, ou des travaux aussi qui l'ont inspiré de Armine en 2003, dont on pourra revenir dans une prochaine capsule. Donc il y a à la fois de l'expérience et à la fois aussi des travaux qui ont permis de poser cette hypothèse technique. Donc une fois que l'hypothèse technique est plus ou moins posée et vérifiée, on se dit voilà, est-ce que l'augmentation des quantités de discours changement vont prédire le changement de comportement, et pareil avec le discours maintien. Et là, ce que disent les revues systématiques récentes, donc je vous rappelle, tout est dans ce papier en bas, et voici les deux grosses revues qui sont les revues systématiques qui sont citées dans l'article, donc que vous pourrez retrouver en bas. La revue de Pace et la revue de McGill. Elles disent quoi? Elles disent que d'abord la quantité de discours changement dans une session d'entretien motivationnel ne prédit pas bien les résultats. Ça veut dire que ne prédisent pas vraiment le changement. Et ça, c'est un premier point intéressant, alors sur lequel on peut débattre. Pourquoi on peut débattre? Parce que par exemple, beaucoup de travaux dans la littérature, quand on fait des essais contrôlés randomisés, on fait une seule séance d'entretien motivationnel, parce que c'est plus simple à gérer qu'une multitude de sessions. Il y a quelques travaux qui en utilisent plusieurs, mais souvent on n'en utilise qu'une. Donc c'est déjà quelque chose qui quand même peut être débattu. Mais enfin, sur une session,
la quantité de discours changement que va donner un patient n'est pas forcément un bon prédicteur des bons résultats qui peuvent se passer par la suite. Deuxième point, la quantité de discours maintien, elle aurait tendance à prédire un peu mieux les mauvais résultats, c'est-à-dire le fait que le comportement se maintient à distance de la session 2M. Donc ce qui a, à un moment donné, été plus mis en lumière, en tous les cas, c'était que le discours maintien était important pour prédire ça, prédire ces mauvais résultats. Et troisième point, qui est aussi, je trouve, intéressant, et qui rejoint un peu finalement ce qui est dit dans le bouquin de Miller et Roenick, c'est que finalement, il y a aussi une question de proportion, c'est-à-dire de quantité de discours changement par rapport à la quantité de discours maintien. Et ça pouvait être un meilleur prédicteur du changement. Les auteurs donc, du papier Kaller et collaborateurs de 2022 vont aussi citer un ensemble ici de papiers que je vous ai mis, qui là sont des études qu'on a dégagées un petit peu de cette littérature de revue systématique et qui semblent intéressants. Alors on a décidé de s'y intéresser parce que effectivement quand les revues disent pas la même chose ou quand les résultats sont pas clairs, parfois on va voir quelques études qui peuvent être bien faites. Et aussi parce que il a été dit qu'il y avait un problème aussi dans les revues, c'est qu'il y avait beaucoup de travaux qui étaient inclus, qui ne faisaient pas forcément la distinction entre les gens qui sont en recherche de traitement, c'est-à-dire qui viennent participer aux études en disant je veux faire quelque chose à mon problème d'alcool, ou alors c'était mis dans le même pot que des études où en fait on fait de l'entretien motivationnel à des gens qui ne sont pas en demande en fait et qui se retrouvent plutôt en consultation tout venant dans les essais qui sont inclus. Et donc ça c'est un paramètre qui est intéressant parce que du coup ce qu'on retrouve dans cette littérature c'est qu'il y a une prédiction, vous voyez, plus fiable du discours changement sur des résultats chez l'adulte quand l'adulte est en recherche de traitement. À ce moment-là, peut-être le discours changement serait un meilleur prédicteur des résultats. Et il y aurait une prédiction aussi plus fiable du discours maintien cette fois chez le jeune adulte sur ces résultats quand par contre les jeunes adultes ne sont pas en recherche de traitement. Alors c'est encore, et je vous le mets avec un gros point d'interrogation, c'est une dimension qu'il va falloir prendre en compte dans le futur. Pour l'instant c'est quand même assez difficile de conclure et le travail qu'a fait McGill dans sa revue de 2019 avait fait une analyse en sous-groupe qui n'avait pas montré de différence. Donc c'est un point qui peut être débattu, mais voilà, pour de futures revues ou de futures études, c'est aussi quelque chose sur lequel, quand vous allez lire les articles, il va falloir vous intéresser. Donc vous voyez, de la population, adulte, peut-être senior, jeune adulte, voire ado, c'est pas forcément les mêmes résultats qu'on retrouve. Et puis cette histoire de est-ce qu'ils sont en recherche de traitement active ou pas du tout. Dernier point aussi qui est bien souligné donc dans cette introduction de l'étude de Kaller, c'est ok, là on met discours changement en global. Et en fait, vous savez qu'il y a plusieurs types de discours changement. Vous avez ce qu'on appelle le discours préparatoire et vous avez le discours d'engagement. Et donc le discours préparatoire, il y a le désir, les capacités, les raisons, les besoins, et le discours d'engagement, c'est là où on retrouve plus par exemple les premiers pas ou alors comment dire, des mots verbaux qui sont plus engagés, comme ça y est, je vais démarrer. Voilà. Donc il y a ça en EM. Et c'est intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que par exemple, vous avez certains travaux qui montre que à l'intérieur du discours changement, c'est le discours d'engagement qui, par exemple, va être meilleur prédicteur du changement dans le temps. Alors le problème, c'est qu'évidemment, il y a d'autres travaux qui disent non, en fait, c'est pas que le discours d'engagement qui est un bon prédicteur, c'est dans le discours préparatoire, la notion de désir et la notion capacitaire, donc CF, tous les travaux peut-être sur le sentiment d'auto-efficacité aussi, à travers les capacités peut-être, et dans la revue de McGill, McGill, donc c'est la revue de 2019, dit c'est compliqué parce qu'en fait, même les raisons ou les besoins peuvent aussi être des bons prédicteurs. Donc vous voyez que ce qui a motivé aussi Kaller et collaborateurs
à faire l'étude dont on va parler dans la prochaine capsule, c'est de se dire, bon, on va essayer de faire un point un peu plus clair en utilisant des outils pour faire aussi le distinguo des différents types de discours changement. Et évidemment, ils vont utiliser ce qu'on appelle le MISC, qui est un système de codage qui permet justement d'aller voir les différentes thématiques du discours préparatoire et du discours d'engagement. Et on va voir dans la prochaine capsule si les auteurs ont réussi à savoir si le discours changement était, les différentes formes de discours changement étaient des plus ou moins bons prédicteurs du changement, et ils se sont aussi intéressés au discours maintien. Donc on voit tout ça, maintenant qu'on a fait cette grosse intro et ces récapitulatifs de la littérature en lien avec discours maintien, discours changement en tant que prédicteur du changement, on va pouvoir voir ce qu'ont trouvé les auteurs dans cette étude de 2022. À très vite!